Il était une fois une princesse qui avait tout pour plaire. Des joueurs motivés, des supporters enflammés, des mousquetaires prêts à la défendre quoi qu'il arrive. Mais elle était désespérément seule dans son château. Comme si elle était trop belle pour ses prétendants. Elle avait trop d'ambition, disaient certains. Elle voulait trop briller, pensaient d'autres. Bref, elle ne trouvait pas chaussure à son pied. Jusqu'à ce qu'un jour... Tiens, le téléphone sonne dans le bureau du patron du Paris Football Club. Guy Cresson décroche, évidemment. Au bout du fil, la voix grave et posée d'un homme. Cet appel miraculeux va changer le cours de l'histoire. Bienvenue dans Associé numéro 1, la naissance d'un grand club à Paris. Épisode 3, un mariage royal. À 25 km à l'ouest de Paris se trouve la ville de Saint-Germain-en-Laye, une commune chic et paisible de la grande banlieue parisienne. On ne peut plus classique à un détail près. Saint-Germain est une cité royale. Allez, on rouvre les cahiers d'histoire. Le 5 septembre 1638, entre les murs du château vieux de Saint-Germain-en-Laye, Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, donne naissance à un enfant. Enfin, après 23 ans de mariage sans progéniture, c'est un miracle. Mieux, en tout cas pour la monarchie française, c'est un garçon. On prénomme le bébé Louis Dieudonné. C'est le futur Louis XIV. Le roi Soleil, le plus long règne de l'histoire de France, marque profondément la commune des Yvelines. Le blason de la ville est un berceau en référence à sa naissance, protégé par une fleur de lys, le symbole des rois de France. Voilà pour l'histoire avec un grand H. Sur les terrains de football, c'est moins brillant. Le club local, le Stade Saint-Germanois, est réputé pour ses jeunes joueurs qu'il forme sérieusement. Mais il n'est jamais parvenu à décoller. On était un club de 3e division qui évoluait d'une façon à peu près équilibrée, qui n'avait jamais eu la possibilité de monter en division 2 de l'époque. Michel Prost est un jeune joueur prometteur de la région. Il portait jusqu'alors le maillot de l'équipe de la Banque de France, un club composé de salariés ou d'enfants de salariés de la Banque de France. En réalité, il préférait le rugby. Mais il tape dans l'œil de l'entraîneur de l'époque. Il décide d'abandonner le ballon ovale pour le ballon rond. Le voilà donc recruté par le Stade Saint-Germanois. C'est un footballeur d'excellent niveau. Mais il est amateur, évidemment, comme tous ses coéquipiers. Je travaille dans une société de câbles électriques pour monter un programme informatique. Chacun avait son boulot, il y avait 2 à 3 entraînements par semaine, plutôt 3, et puis le match le week-end, voilà. On terminait vers 22h30, 23h, et à quelques copains, on allait manger une pizza ou quelque chose comme ça pour rester encore ensemble une petite heure. Puis voilà, après on rentrait, puis le lendemain, c'était levé pour le boulot. Physiquement, les organismes sont mis à rude épreuve. Le rythme est épuisant pour cette équipe de courageux. Mais un miracle se produit en cette fin de saison 1969-70. Pour la première fois de son histoire, le Stade Saint-Germanois accède à la 2e division. Enfin. Après le coup de sifflet final, on sort le champagne. Le lendemain, le club se réveille avec un sérieux mal de crâne. En replongeant dans les livres de comptes, les dirigeants s'aperçoivent que cette victoire va peut-être déboucher sur un naufrage financier. Monter en D2 coûte cher. Le Stade Saint-Germanois n'a pas les reins assez solides pour tenir le choc. Il ne peut pas supporter tous les frais qui vont avec cette promotion. Alors, tous les regards se tournent vers le président du club. Henri Patrel, il est assureur. C'est un monsieur qui a beaucoup de talent sur le plan humain, de mettre en confiance, d'écouter. Ah, j'oubliais. Henri Patrel est aussi le vice-président de la Fédération française de football. Le numéro 2 du foot français. Rien que ça. Sur son bureau, il voit donc passer tous les dossiers sensibles du moment. Le projet Paris Football Club, ça lui parle, évidemment. Le secrétaire général de la fédération, Fernand Sastre, lui a résumé la situation sans fioriture. Le Paris FC est désespéré. Il cherche à se marier avec un club de 2e division. N'importe lequel. Le premier qui acceptera. Faute de quoi, il devra dire adieu aux 17 000 supporters actionnaires. Les socios pourront demander le remboursement de leurs 25 francs, la contribution qu'ils avaient versée il y a quelques semaines. Au début du mois de mai 1970, quand Guy Cresson décroche le téléphone dans son bureau de président du Paris Football Club, il reconnaît donc tout de suite la voix grave et posée qu'il attend au bout du fil. C'est celle d'Henri Patrel, l'assureur et président du Stade Saint-Germanois. Les deux hommes se présentent et rapidement, ils échangent sur le projet Paris Football Club. Le courant passe bien, même très bien. Le PFC a des moyens financiers, mais pas d'équipe. Le Stade Saint-Germanois, lui, a des équipes, aussi bien chez les jeunes que chez les seniors, mais de gros problèmes de trésorerie. Cresson et Patrel sont donc faits pour s'entendre. Le PFC promet non seulement de l'argent,
mais aussi et surtout la signature de joueurs professionnels pour monter d'ici 2 ans en première division. Ce serait du donnant-donnant en somme. On peut aussi appeler ça un mariage de raison. Et vous verrez, ça ne va pas être le seul dans l'histoire du club parisien. Les négociations continuent durant une bonne partie du mois de mai. Tous doivent s'y retrouver, chacun essaie de grappiller encore une petite part de la dot. Fernand Sastre, au nom de la Fédération française de foot, joue les médiateurs entre la paire Cressan-Guyot et Henri Patrel. Un dernier coup de fil retentit le 21 mai 1970. Bingo, l'accord est ficelé, le Stade Saint-Germanois va officiellement fusionner avec le Paris Football Club. Henri Patrel devrait logiquement prendre son téléphone pour prévenir ses joueurs de ce changement majeur. Mais au centre d'entraînement de Saint-Germain-en-Laye, certains ont déjà appris la nouvelle dans la presse. On n'a pas des gens qui sont venus nous parler pour exposer la situation et le projet, mais on l'a compris assez rapidement. Quand on a vu venir quand même 3 professionnels de très haut niveau, enfin de très haut niveau, il n'y avait pas plus haut en France, quoi. On s'est dit qu'on pourrait faire quelque chose. Le mercredi 10 juin 1970, le mariage est scellé. Pour la cérémonie, il faut attendre encore 2 bonnes semaines. Retenez bien cette date, le Paris Saint-Germain Football Club, c'est son nom à l'époque, est créé le 26 juin 1970. Et la préfecture de police officialise le tout le 12 août. Pour l'anecdote, le club récupère le numéro de licence du Stade Saint-Germanois, créé lui en 1904. Ce qui fait dire aujourd'hui à certains que le club n'a pas 50 ans, mais 116 ans d'existence. Mais vous savez maintenant que ce n'est pas vrai. Qui dit nouveau club, dit nouveau maillot. Il sera rouge pétant, orné d'un écusson sur le torse côté cœur, celui prévu à l'origine pour le Paris Football Club. Mais entre Paris et Football Club, on rajoute le nom de la mariée, Saint-Germain. Et tiens, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà la première chanson officielle du Paris Saint-Germain. Interprétée par Annie Cordy, s'il vous plaît. Allez, allez, Paris, ton équipe est la plus forte. En avant les gars de porte, tous dans un seul cri. Allez, FC Paris, droit au but va notre espoir. Nous voulons ce soir de fêter Paris. Mais dans le vestiaire du club nouveau-né, il ne faut pas longtemps pour s'apercevoir qu'on va vite manquer de joueurs professionnels. C'est presque risible quand on y réfléchit. Pour poursuivre l'aventure, il y a bien sûr les valeureux amateurs qui ont permis la montée en Division 2 et les quelques pros dont on a vu poindre le nez au bord du terrain d'entraînement. Vont-ils tenir le choc ? Non, les dirigeants n'y croient pas. Au premier jour de l'été, quand commence enfin le mercato, c'est aussi le début des grandes manœuvres. Les supporters associés ne vont pas être déçus. La direction va frapper fort, très fort. Jean-Claude Bras, premier joueur historique du Paris Saint-Germain en 1970. Ce Parisien pur jus est à l'apogée de sa carrière à l'époque. Après le Red Star et Valenciennes, Jean-Claude Bras est allé exporter ses talents à l'étranger, ce qui ne se faisait pas trop à l'époque. Bon, ok, pas très loin, en Belgique, à Liège, ça fait quand même une belle ligne sur le CV. Oui, mais voilà, l'attaquant a le mal du pays. Ma fiancée était sur Paris, j'avais envie de revenir sur Paris. Et il y avait 3 clubs qui souhaitaient m'engager. Et il y avait le Paris-Neuilly, le Red Star bien sûr. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer Guy Cressan, le grand Guy Cressan, pour qui j'ai une tendresse éternelle. Ça a été immédiatement, intellectuellement fusionnel. Un coup de foudre et voilà donc l'attaquant Jean-Claude Bras qui s'engage avec le Paris Saint-Germain Football Club, non pas pour 6, mais pour 7 saisons. Son salaire, ouvrez bien les oreilles, n'a rien à voir avec les montants pratiqués aujourd'hui. Mon salaire, moi, il était de 7 200 € bruts par mois. Et j'étais très heureux. Et j'étais international A. Jean-Claude Bras, au-delà de ses qualités de joueur, est membre du syndicat des joueurs, ce qui lui permet d'avoir un excellent réseau. Guy Cressan m'a demandé de contacter les joueurs. Il était prévu qu'il y ait 5 à 6 joueurs. Je parle avec Chouki. Je lui dis, écoute Chouki, il faut que tu rencontres M. Cressan. Je pense qu'il se passe quelque chose de fort. Il faut que tu en sois. Chouki. Vous connaissez ce surnom ? C'est celui de Jean Djorkaeff, le grand Jean Djorkaeff. Pas par la taille, 1m73, mais par le talent. Il est le père du champion du monde 98, Youri Djorkaeff évidemment. Mais à l'époque, il est surtout le capitaine de l'équipe de France, il a de l'expérience à revendre. Et, coup du destin, il est en fin de contrat à l'Olympique de Marseille. C'est une occasion en or pour les dirigeants du PSG. Il ne faut pas la laisser passer. Rendez-vous est pris évidemment au 183 avenue de Clichy.
j'arrive donc là-bas et la secrétaire m'a dit, monsieur, oui, je suis monsieur Djorkaeff, donc j'ai rendez-vous avec monsieur Cressan. Il y avait un ascenseur, donc je vois l'ascenseur descendre, donc la porte s'ouvrir et je vois un monsieur avec des cannes. Oui, jamais je m'attendais à quelqu'un qui était donc un peu handicapé. Et donc il me quitte ma veste, il m'a dit, écoute, monsieur Djorkaeff, je suis très heureux de vous voir. Et il dit à la secrétaire, je ne suis plus là pendant 1h30. Alors oui, la différence entre Marseille avec monsieur Leclerc et Guy Cressan, c'était le jour et la nuit. Et comme j'étais avec ma femme, donc tous les deux, on a dit, bon ben venez, montez dans mes bureaux. C'est pas quelqu'un qui est l'obligation d'aller vite. Non, on a discuté tranquillement. Et après, en un quart d'heure, c'est mieux, j'ai dit, ben écoutez, c'est Cressan, je prends le risque parce que je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Le contrat est officialisé à la fin du mois de juin. Direction le camp des loges. C'est en réalité le stade municipal de Saint-Germain-en-Laye qui se compose d'un terrain principal, le stade Georges Lefebvre, et de plusieurs terrains annexes pour l'entraînement. Jean Djorkaeff est présenté au public en tenue, ballon à la main, entouré par Guy Cressan et Henri Patrel. D'autres joueurs vont suivre très vite. Ils sont au total 6 professionnels à s'engager avec le nouveau Paris Saint-Germain. Le projet se concrétise enfin. Mieux, cette équipe fait déjà rêver. Les supporters associés se pincent pour y croire. C'est le cas de Guy Adam. Il a 22 ans, il habite à Saint-Germain-en-Laye et il travaille pour une boîte d'intérim. Ce mordu de football s'est d'abord laissé embarquer par la folle aventure Paris FC, puis Paris SG. Il ne le regrette pas. On allait à l'entraînement. À l'époque, les supporters avaient le droit d'aller à l'entraînement et on voyait sur le terrain Jean Djorkaeff, on voyait Jean-Claude Bras, on voyait Jackie Raymond qui venait de Nice, on voyait Mitorage qui venait de Saint-Étienne. Et le rêve arrivait, le rêve se mettait en place. On en prenait plein les yeux, quoi. Voilà, c'était extraordinaire. À quelques semaines de la reprise du championnat, un doute s'installe pourtant à l'heure des premiers entraînements, au moment des premiers échanges de ballons entre amateurs et professionnels. Est-ce que la mayonnaise va prendre entre les anciens et les nouveaux, entre ceux qui sont historiquement Saint-Germain et ceux qui sont clairement plus Paris? Techniquement, ils étaient supérieurs. Et moi, je regardais très souvent Djorkaeff et Mitorage s'entraînaient à 40-50 mètres l'un de l'autre, frappe juste sur la poitrine ou contrôle du pied, un contrôle, hop, revoir 10 fois. Je disais toujours, les gars, quand on file le ballon de foot, ne rendez pas une balle de tennis tellement vous l'avez touché. Donc c'était la blague qu'on leur disait au début, mais amicalement, fraternellement même. La différence de niveau est là, mais petit à petit, c'est comme si elle était gommée par une même envie. Tout ce beau monde s'apprivoise, se teste, puis s'apprécie. Quelque chose est en train de naître. Moi je le dis, il y a eu de l'amour entre nous. La préparation d'avant-saison touche à sa fin. Place désormais à ce que tous les supporters attendent avec impatience, les matchs. Dimanche 23 août 1970 est aussi une date à marquer d'une pierre blanche. C'est le tout premier match officiel en compétition du Paris Saint-Germain Football Club. Le petit Olivier Morel, souvenez-vous ce jeune supporter associé qui vivait dans le 14e arrondissement, trépigne d'impatience. Le premier match, je l'ai suivi à la radio. C'était un match, je crois, à Poitiers, où Bernard Guignedou, qui d'ailleurs était un joueur de Saint-Germain, marque le premier but de l'histoire du club, sur coup franc. Donc ça devient immédiatement mon idole, ainsi que Djouki, c'est-à-dire Djorkaeff, qui venait d'être recruté, qui était quand même le capitaine de l'équipe de France. Les Parisiens repartent de la Vienne avec le point du nul. Ce n'est pas brillant, mais c'est déjà ça de prix. Et puis au fur et à mesure des matchs de cette première saison, de ce saut dans l'inconnu, un espoir insensé naît dans l'esprit des joueurs. Les mois passent. Ils osent enfin formuler cette question à voix haute. Et s'ils étaient déjà capables de monter dès la première saison en première division? Le 15 mai 1971, à 2 matchs de la fin, avec 2 points d'avance au classement, le PSG affronte Rouen. C'est un match au sommet. C'est le match où tout peut basculer. Si on les bat, ils sont à 4 points, c'est fini. Si match nul, il y a encore du suspense. On a gagné 3-1. Et là, ça a été le match très probablement le plus important de la saison. Des victoires comme ça, puis surtout une aventure humaine telle et aussi rapide, si on la fête pas, c'est qu'on n'a rien compris. On a fêté ça façon rugby d'ailleurs. C'est la 3e mi-temps.
On n'a pas dormi de la nuit, on a fêté ça avec les épouses, tous ensemble. Hein. Et on s'est retrouvés à une bonne dizaine dans la piscine de la Banque de France à Bougival, parce que Michel Prost, son père, travaillait à la Banque de France et il avait les clés. Et on a fait une baignade sauvage dans la piscine, on a escaladé les grilles. Il n'y avait pas à l'époque des sécurités comme aujourd'hui. Non, c'était un grand souvenir, c'était formidable. Mais la première division, c'est encore un autre monde. Le monde des pros, des clubs historiques, des machines à gagner bien huilées. En fait, c'est comme si l'histoire se répétait. L'été arrive, le PSG regarde l'état de ses troupes et les dirigeants en arrivent à la même conclusion qu'il y a un an. Il faudrait être mieux armé pour affronter ce nouveau défi. La saison précédente, les planètes s'étaient alignées pour recruter sans trop de difficultés. Mais quand commence le mercato de cet été 1971, le vice-président Guy Crescent sait qu'il a une montagne devant lui. Nous avons besoin d'acquérir de l'expérience. Il faut que les joueurs qui viendront rejoindre, si vous voulez, cette phalange, soient des joueurs qui aient les mêmes qualités morales et que par conséquent, nous ne jouions pas systématiquement le principe de la vedette. Nous savons très bien que le public de Paris est un public qui aime des joueurs d'extrême qualité. C'est à ce moment-là qu'on commence à murmurer une nouvelle incroyable. Le PSG serait sur le point de recruter une légende. Sur son passeport, il s'appelle Edson Arantes do Nascimento. Mais vous connaissez tous son surnom, Pelé. Oui, je m'en souviens très bien, parce que ce joueur, c'est probablement le plus grand joueur de tous les temps, même si c'est difficile de comparer un joueur de l'époque avec des joueurs d'aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était sans aucune discussion possible, c'était le joueur. Notre président, M. Crescent, nous annonce qu'il va aller chercher Pelé. Alors là, c'est exceptionnel. Voilà, on croise les doigts, on prie pour ceux qui croient. En réalité, des contacts ont été noués dès le mois de juin entre le président du club brésilien de Santos où joue Pelé et Guy Crescent. Les Brésiliens ont de gros problèmes de trésorerie. Pelé, quoique vieillissant, reste leur poule aux œufs d'or. 3 victoires en Coupe du Monde, ça se monnaie, et cher. Mais il faut faire vite, c'est une opportunité unique. Guy Crescent poursuit les négociations par téléphone avec son homologue brésilien et, miracle, il obtient un accord de principe. Il fonce alors à l'aéroport, direction le Brésil. Il en est sûr, il va ramener à Paris une 2e tour Eiffel. 2 jours plus tard, la porte de l'avion s'ouvre. Et sur le tarmac, Guy Crescent jubile. Quand Pelé paraît, c'est un enthousiasme incroyable. C'est tout juste si on ne baiserait pas le trottoir derrière chacun de ses pas. Justement, on a du mal à s'imaginer qu'on va le laisser partir. Non, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui concernent le club de Santos et même Pelé maintenant. Des problèmes, si vous voulez, qu'il faudra développer un petit peu plus entre nous. Mais par contre, si vous voulez, il y a une volonté maintenant qui m'a semblé affirmée de part et d'autre pour souscrire à l'accord très loyal que nous avons présenté. Sur la pelouse d'entraînement de Saint-Germain-en-Laye, on se prend à rêver. Pelé, il jouait plutôt 10, quoi. Bon. Et moi, je jouais 9. Donc de dire, putain, je vais peut-être jouer avec Pelé, quoi. C'est comme si un gamin jeune de 3e division dit, je vais jouer avec Ronaldo ou Messi. Bon, ben, on apprend par la presse que le président est parti, qu'il a préparé toute une construction financière, et il revient très, sinon enthousiaste, mais très optimiste. Les tractations se poursuivent pendant plusieurs semaines. Guy Crescent enchaîne les allers-retours pour le Brésil. L'idée est de faire débarquer Pelé comme une rockstar. Mais le jour J, à l'aéroport, le scénario n'est pas tout à fait celui qui était prévu. Je me souviens très bien du retour de l'avion, quand la porte de la carlingue s'ouvre et qu'on voit arriver Joël. C'était pas Pelé, c'était Joël. Au dernier moment, Pelé a dit non. Il a décliné l'invitation du Paris Saint-Germain. Des Américains lui ont proposé mieux ailleurs, sa femme préférée. Alors Guy Crescent ramenait avec lui, comme l'autre consolation, le dénommé Joël, champion du monde en 1970 avec Pelé. Il n'y avait pas Internet non plus à l'époque, mais Joël, c'est... Ah bah oui, mais Joël vient d'avoir un accident, il était gravement blessé, et ainsi de suite. Et le reste a prouvé qu'effectivement, il était gravement blessé et qu'il n'a jamais récupéré. Bah,
Moi, j'ai aujourd'hui 72 ans. Peut-être que je courais un peu plus vite que lui encore. Aujourd'hui, je sais pas. Mais à l'époque, oui, c'est sûr, je courais plus vite que lui. Joël restera à jamais le premier Brésilien à jouer au Paris Saint-Germain. Sur une jambe, 2 petits matchs et puis s'en va. C'est un raté, c'est sûr. Mais sur le banc, certains respirent. Non, on pense à autre chose. Hein. Et un soulagement quand même en disant peut-être qu'on sera encore titulaire. Il y a toujours une part d'égoïsme, même dans la solidarité. Faut pas se tromper. Ce flop brésilien n'empêche pas le Paris Saint-Germain de renforcer son équipe. Pour commencer la 2e saison, 10 nouveaux joueurs rejoignent l'effectif. Il y a des valeurs sûres du championnat de France. Le Bordelais Jean-Paul Rostani, le joueur de Quevilly Daniel Orlaville. Bref, de quoi faire une équipe capable de tenir le choc de la première division. En théorie tout du moins. Mais les premiers pas dans l'élite du foot français sont compliqués pour le nouveau venu. En ouverture de la saison, défaite 2-0 à Angers. Puis un triste match nul à Paris. Mais pas sur sa pelouse, non. Sur le terrain du Red Star. C'est un comble. Le PSG est sans stade fixe. Et le club a du mal à prendre le rythme de la première division. Le match de la 3e journée, contre Nancy, a carrément tourné au fiasco. Depuis le début de la saison, les Nancéens n'ont gagné aucun match. Comme le PSG. Mais au stade Marcel Picot, il y a un cœur qui bat depuis des décennies. Celui qu'on surnomme le meilleur public de France à l'époque. Ce jour-là, les supporters sont survoltés. Ils poussent leur équipe. Ils ne s'imaginent pas perdre encore à domicile. Ils vont tout faire pour que ça n'arrive pas. Et puis patatras. Michel Prost, le jeune joueur amateur du stade Saint-Germanois, se souviendra de ce moment toute sa vie. Au cours de la première mi-temps, je fais un tacle avec l'arrière central, on tacle tous les deux, et malheureusement, je le touche plus qu'il ne me touche. Et à la mi-temps, le speaker annonce qu'il est gravement blessé. Dès que je touchais la balle, j'avais tous les colibets qu'on peut imaginer, les insultes, etc. Et puis le match, il ne faut pas oublier le match quand même, on mène 1-0, ils égalisent, ils mènent 2-1, on égalise. Il reste 3-4 minutes et il y a un pénalty sur lequel je suis dans le coup et je rajoute un peu. Et l'arbitre prend à ça et siffle le pénalty pour nous. On marque, on gagne 3-2. Un vent de colère souffle dans les tribunes nancéennes. Les supporters sont dans une telle rage. Ils en veulent surtout à un homme, Michel Prost. J'avais donc fait du mal à un des joueurs, j'avais triché entre guillemets, donc le public m'attendait, les pompiers sont venus avec des lampes à incendie pour faire reculer les gens, mais ils me cherchaient partout et ils ont jugé trop dangereux de me mettre dans une voiture visible. Je me suis trouvé dans une voiture de pompiers complètement allongée, qui évidemment n'a pas été arrêtée, et puis je suis rentré et après je suis pas sorti. Je suis resté bien dans ma chambre, bien dans mon lit. Le PSG vient de gagner son tout premier match dans l'élite du foot français. Mais dans quelles conditions ? En l'espace d'une saison, Paris a changé de statut. Vous vous souvenez quand les supporters parisiens étaient des orphelins ? C'était il y a 1 an à peine. Et de club de papier snobé par la province, il est devenu, à tort ou à raison, l'ennemi public numéro 1. Nous sommes jalousés parce que on nous a beaucoup appelé le club des millionnaires. Nous sommes peut-être millionnaires, mais millionnaires en idées, millionnaires en ressources pour essayer de faire quelque chose de bien, mais pas millionnaires financièrement. Et aussi parce qu'on est, paraît-il, protégé de la fédération. Nous pensons quand même que l'équipe de Paris Saint-Germain crée certaines jalousies. Alors que tombent les premières feuilles de l'automne 1971, cette 2e saison semble enfin lancée. Quelques victoires permettent aux Parisiens de grimper jusqu'à la 6e place. Ce sera leur meilleur classement cette saison, car plus les journées passent, et Paris s'englue dans le ventre mou de la Division 1. Comme si les joueurs qui s'étaient dépassés, qui s'étaient serrés les coudes depuis le début de l'aventure, avaient du mal à retrouver l'osmose de la première saison. En dehors des terrains, il y a en réalité beaucoup plus grave. Une rumeur commence à agiter le tout Paris. Rien n'est encore officiel, évidemment, il faut prendre tout ça avec des pincettes. Mais il se murmure que la ville de Paris pourrait très vite couper les vivres, se désengager du Paris Saint-Germain. La raison, on l'ignore encore. Mais on parle de 80 millions d'anciens francs en moins dans le budget. À la fin de l'année 71, un sale coup se prépare. Tout va se jouer dans un hôtel luxueux du centre de Paris où chacun abattra ses cartes à visage découvert. Rendez-vous dans le 4e épisode d'Associé numéro 1. C'était Associé numéro 1, la naissance d'un grand club à Paris. J'ai imaginé et écrit ce podcast Europe 1 Studio avec l'aide d'Adèle Ponticelli pour le scénario et de Fanny Rascle à la production.
Merci à Xavier Joly et son équipe pour la réalisation et au service patrimoine sonore d'Europe 1 pour les archives. Pour découvrir le prochain épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve aussi sur Twitter pour discuter et vibrer avec les dernières infos sur le PSG. À très bientôt.